La veille de Noël, un silence lourd pesait sur l'immense manoir de Monsieur Dubois. Les ornements scintillants paraissaient presque moqueurs dans la vaste pièce où le vieil homme était assis, seul. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres dansantes qui ne faisaient qu'accentuer le vide autour de lui. Soudain, la sonnerie stridente du téléphone déchira la quiétude. Monsieur Dubois tendit une main hésitante vers l'appareil, son cœur serré par une attente qu'il connaissait trop bien. C'était son fils unique, Guillaume. Sa voix, désincarnée par le combiné, était froide, presque clinique. Il annonça qu'il ne viendrait pas, ni lui, ni ses petits-enfants. Une urgence professionnelle soudaine, dit-il, mais son ton révélait un désintérêt total, une absence d'effort, même pour feindre la moindre émotion. Monsieur Dubois écoutait, le regard perdu dans les flammes. Il connaissait ce ton, ses excuses à peine voilées. Ce n'était pas une urgence, c'était un choix. Puis vint la phrase qui transperça le vieil homme comme un couteau glacé. De toute façon, père, votre solitude est bien méritée. Les mots résonnèrent dans le grand salon, porteurs d'une amertume accumulée. Monsieur Dubois sentit une douleur vive se loger dans sa poitrine, mais il refusa de la laisser transparaître. Il prit une profonde inspiration. Sa voix, étonnamment calme, presque douce, répondit « Un joyeux Noël quand même, mon fils ». Un calme déconcertant, même pour lui-même, face à une telle cruauté. Il raccrocha. Le clic du combiné résonna, amplifiant le silence assourdissant qui s'installa de nouveau. Le téléphone, désormais muet, semblait peser de tout son poids sur la table. Le manoir, avec ses hauts plafonds et ses couloirs interminables, paraissait s'épaissir autour de lui. Ce soir-là, la solitude de Monsieur Dubois était une entité palpable, lourde et implacable, une compagne fidèle que toutes ses richesses n'avaient jamais pu éloigner. Ce n'était pas seulement le manque d'une présence, c'était l'écho de toutes les absences passées, de tous les liens jamais vraiment tissés ou brisés. Certaines richesses ne peuvent acheter ni chaleur, ni famille. Cette vérité, Monsieur Dubois la portait en lui comme une cicatrice invisible mais profonde. Il avait construit un empire, acquis des biens inestimables, mais il se retrouvait là, la veille de la fête la plus chaleureuse de l'année, plus seul que jamais. Alors qu'il contemplait le reflet lointain de son visage dans la vitre sombre, un bruit inattendu rompit le silence. Une sonnette retentissant dans la nuit de Noël, au beau milieu de son manoir isolé. Qui pouvait bien venir perturber cette nuit si particulière? Qui était là, à sa porte, alors qu'il croyait être définitivement abandonné? Avant de découvrir qui a osé sonner à la porte de Monsieur Dubois en cette nuit de Noël, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Votre soutien est précieux pour nous permettre de vous raconter plus d'histoires comme celle-ci. Pour comprendre la profondeur de cette solitude, il fallait remonter le temps, bien avant cette nuit de Noël glaciale. Monsieur Dubois, de son vrai nom, Jean-Pierre Dubois, avait grandi dans le Paris d'après-guerre, au cœur du Marais. Ce quartier, à l'époque, était un bouillon de vie, un mélange de petites rues pavées, de bistrots où l'on refaisait le monde autour d'un verre de vin, et de marchés animés où les voix se mêlaient au parfum des épices et des légumes frais. Ses parents, des artisans modestes, tenaient une petite ébénisterie. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais leur maison était toujours pleine de rires, de repas partagés et de la chaleur d'une famille unie. Jean-Pierre, même jeune, avait une ambition qui dépassait les murs de l'atelier familial. Il voyait au-delà des toits de Paris
rêvant d'un monde où son intelligence et sa détermination pourraient le mener bien plus loin que la simple reproduction des meubles de ses ancêtres. Il était brillant, et ses parents, malgré leurs modestes moyens, avaient tout fait pour qu'il puisse étudier. Ce fut le début de son ascension sociale. Il quitta le Marais, les études le menèrent loin, et bientôt, le monde des affaires devint son terrain de jeu. Il gravit les échelons avec une détermination féroce, travaillant sans relâche, sacrifiant souvent son temps personnel pour atteindre ses objectifs. Il se forgea une réputation d'homme d'affaires impitoyable, capable de conclure les accords les plus complexes, de bâtir des empires là où d'autres ne voyaient que des ruines. Son fils, Guillaume, était né dans cette nouvelle opulence. Loin des valeurs d'humilité et de travail manuel de ses grands-parents, Guillaume avait été élevé par des nourrices et des précepteurs, dans des maisons spacieuses, où le silence était souvent le seul compagnon. Ses contacts avec son père étaient rares et toujours transactionnels. Les visites étaient brèves, les conversations tournaient autour de l'argent, des attentes matérielles et jamais de véritables échanges. Monsieur Dubois, dans sa quête effrénée de succès, avait progressivement délaissé les liens familiaux, les considérant peut-être comme des distractions. Des petits signes, des flashbacks fugaces venaient rappeler à Monsieur Dubois les fissures qui s'étaient formées au fil des ans. Des anniversaires oubliés où un cadeau coûteux remplaçait l'absence de son père. Des vacances annulées à la dernière minute pour une affaire jugée plus importante. Ces cadeaux qui, au lieu de combler le vide, ne faisaient que le creuser davantage. À l'époque, il pensait agir pour l'avenir de son fils, pour lui offrir le meilleur. Il pensait que le succès matériel était la preuve de son amour. Mais ces événements, qui semblaient alors anodins, étaient devenus des cicatrices profondes dans le cœur de Guillaume. Chaque absence, chaque promesse non tenue, chaque cadeau impersonnel avait contribué à ériger un mur entre le père et le fils, un mur d'incompréhension et de ressentiment. La richesse s'était accumulée, mais le prix à payer avait été la chaleur humaine, le lien familial, tout ce que ses parents du Marais avaient toujours chéri. Il avait construit un empire, mais avait-il, sans le vouloir, détruit sa famille? Ces fissures s'étaient transformées en de profondes crevasses au fil des années, des épisodes marquants illustrant la détérioration progressive des relations entre Jean-Pierre et son fils Guillaume. Il y eut cette fois, lors d'un grand dîner d'affaires, où le jeune Guillaume, alors âgé de 8 ans, avait tenté d'attirer l'attention de son père. Il avait préparé un dessin, une maison avec un grand soleil et 2 personnages souriants qu'il voulait absolument montrer à Jean-Pierre. Mais son père était absorbé dans une discussion animée sur un rachat d'entreprise. Guillaume s'était approché timidement, le dessin tendu. Jean-Pierre avait jeté un coup d'œil distrait, avait murmuré un vague « Très bien, mon garçon », sans même regarder le dessin, puis était retourné à sa conversation. L'enfant, le cœur serré, avait reculé, le dessin froissé dans sa petite main. Cette humiliation discrète, passée inaperçue pour le père, avait marqué le fils. Il avait cherché l'approbation, mais n'avait trouvé que le rejet, ou pire, l'indifférence. Il y avait eu aussi toutes ses promesses brisées. Des vacances à la mer promises depuis des mois. Un voyage au ski qui ne s'était jamais concrétisé. Chaque fois, une urgence professionnelle de dernière minute venait annuler les plans. Les voyages étaient remplacés par des voyages d'affaires de son père, des absences prolongées. La déception répétée de Guillaume l'avait rendu méfiant. Il avait appris à ne plus faire confiance aux paroles de son père, à ne plus anticiper pour ne pas souffrir.
Les mots étaient devenus vides de sens, remplacés par l'attente silencieuse de la prochaine annulation. Pendant une période, Monsieur Dubois, obsédé par un gros contrat qui allait définir sa carrière, avait travaillé sans relâche. Il passait des nuits blanches au bureau. Les week-ends étaient consacrés au dossier. Durant ces mois, il avait ignoré les problèmes scolaires de Guillaume, les mauvaises notes, les appels des professeurs. Il n'avait pas non plus remarqué la pâleur de sa femme, qui luttait en silence contre une maladie insidieuse. La famille était devenue une distraction, un obstacle à son ambition dévorante. Les repas solitaires de Guillaume, les soirées où il attendait son père en vain, avaient forgé en lui une indépendance forcée, mais aussi un profond sentiment d'abandon. Puis vint le décès de sa femme, la mère de Guillaume. Ce fut un moment où le fils aurait eu désespérément besoin de son père, de son soutien, de sa présence. Mais Monsieur Dubois, même dans la douleur, était absorbé par le travail, par l'organisation des obsèques, comme s'il s'agissait d'un événement d'affaires, et non d'une perte personnelle. Il était incapable d'offrir un soutien émotionnel, de partager le deuil avec son fils. Il avait géré la situation avec une efficacité glaçante, laissant Guillaume seul face à sa peine, à l'absence de sa mère et à l'indifférence de son père. Les larmes de Guillaume étaient tombées dans un silence assourdissant, sans une main paternelle pour les essuyer. En repensant à ces moments, le public comprend que la trahison du début, cet appel glacial la veille de Noël, n'est pas un événement isolé. C'est le point culminant d'années de négligence émotionnelle, d'une distance croissante où l'argent a remplacé l'affection. Monsieur Dubois avait construit un empire, un monument à sa réussite matérielle. Mais en le faisant, il avait, sans le vouloir et sans le réaliser à l'époque, détruit les fondations de sa propre famille. Il avait échangé la chaleur des liens humains contre la froideur des chiffres et des bilans bancaires. Le prix de sa réussite était devenu sa solitude. Les tensions entre Monsieur Dubois et son fils atteignirent un paroxysme, non pas dans des éclats de voix, mais dans des échanges froids, distants, qui résonnaient bien plus fort que n'importe quel cri. Au téléphone, les conversations étaient brèves, remplies de sous-entendus amers. Guillaume reprochait à son père son absence, ce matérialisme qui avait toujours primé sur les sentiments. Monsieur Dubois, lui, ne comprenait pas cette ingratitude. Il avait tout donné pour son fils, pensait-il. Il lui avait offert une vie sans souci, des études prestigieuses, une position sociale enviable. Cette incompréhension mutuelle creusait un fossé chaque jour plus profond, infranchissable. Chaque appel se terminait sur un silence pesant, un sentiment d'échec pour le père, une rancœur tenace pour le fils. L'isolement de Monsieur Dubois s'accentuait. Ses anciens amis, des hommes d'affaires qu'il avait fréquentés pendant des décennies, avaient commencé à s'éloigner. Il voyait en lui un homme de plus en plus aigri, coupé du monde, incapable de parler d'autre chose que de chiffres ou de ses propres succès passés. Les dîners mondains devinrent rares, puis inexistants. Les invitations cessaient d'arriver. Les amis de sa défunte femme, qui avaient parfois tenté de maintenir un lien, finirent par abandonner, lassés de son manque d'intérêt pour toute forme de chaleur humaine. Les rares membres de sa famille restante, des cousins éloignés qu'il n'avait jamais vraiment côtoyés, le considéraient désormais avec une forme de pitié mêlée de jugement. Il voyait l'homme riche, l'homme puissant, mais il percevait aussi la solitude derrière le luxe, et il ne cherchait plus à combler ce vide. Même les employés du manoir, les quelques personnes qu'il côtoyait au quotidien, le traitaient avec une distance polie, un respect
professionnel dépourvu de toute familiarité. Le chauffeur ouvrait la portière, en silence. La gouvernante préparait les repas sans un mot superflu. Le jardinier entretenait le parc sans jamais croiser son regard. Leur silence, leur regard furtif, en disaient long sur la solitude du milliardaire. Ils étaient des témoins silencieux de son existence, des ombres discrètes dans un monde qu'il avait lui-même rendu désert. Ils ne jugeaient pas ouvertement, mais leur réserve était une forme de jugement silencieux, une reconnaissance implicite de son isolement auto-imposé. Monsieur Dubois se sentait de plus en plus acculé, le poids de ses choix passés l'écrasait. Parfois, dans un élan de désespoir ou de nostalgie, il tentait d'appeler son fils. Mais ses tentatives étaient vaines. Guillaume ne répondait pas, ou, s'il le faisait, les conversations se soldaient par des échanges vides de sens, des platitudes, un mur infranchissable. Le milliardaire raccrochait, le combiné lourd dans sa main, le cœur lourd dans sa poitrine. Il ne savait plus comment briser ce cercle vicieux. Il avait tout, et pourtant, il n'avait rien. Le manoir, immense et vide, amplifiait cette solitude. Les nuits d'hiver parisiennes étaient froides et pluvieuses, et le vent s'engouffrait parfois sous les portes, faisant siffler les courants d'air dans les longs couloirs. Les bruits lointains de la ville, le klaxon d'une voiture, le murmure d'une sirène, contrastaient violemment avec le silence assourdissant de sa demeure. L'odeur du vieux bois ciré, mêlée à celle de la poussière des pièces inutilisées, renforçait ce sentiment d'isolement et de mélancolie. Chaque pas résonnait sur les parquets anciens. Chaque craquement du bois semblait souligner l'absence de vie. Les vastes salons, les bibliothèques remplies de livres intouchés, les chambres d'amis jamais occupées, tout cela était un rappel constant de ce qu'il avait perdu ou n'avait jamais eu. Il était le roi de son empire, mais un roi solitaire, dans un château désert. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Monsieur Dubois, plongé dans ses pensées, sursauta. Qui osait troubler ce silence sacré la veille de Noël? Il marmonna quelque chose à propos de l'audace des gens. Puis, poussé par une curiosité inhabituelle, il se dirigea vers la porte, d'entrée massive. Chaque pas semblait lourd, chaque mouvement un effort. Il déverrouilla les multiples serrures avec un soupir, ouvrit la porte juste assez pour entrevoir l'importun. Devant lui se tenaient un homme et une petite fille. L'homme, d'une trentaine d'années, avait l'air simple, avec des yeux fatigués, mais un sourire chaleureux. Il portait un bonnet de laine et une vieille veste. À ses côtés, une fillette d'environ 6 ans, emmitouflée dans un manteau coloré, tenait une assiette couverte d'un torchon. Ses grands yeux bruns, pleins de curiosité, fixaient Monsieur Dubois sans aucune gêne. C'étaient Patrick et Léa, ses nouveaux voisins. Patrick prit la parole, sa voix un peu hésitante, mais amicale. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Patrick et voici ma fille, Léa. Nous venons d'emménager dans la petite maison juste à côté. Léa a vu la lumière chez vous et a insisté pour vous apporter ce petit quelque chose. C'est un gâteau de Noël qu'elle a fait avec moi. » La petite fille tendit l'assiette avec un sourire timide mais fier. Monsieur Dubois était désarçonné. Il s'attendait à un démarcheur, une erreur de livraison, ou pire, un journaliste. Mais pas à ça. Pas à cette pure, simple gentillesse. Il avait passé des décennies à traiter avec les requêtes, les flatteries intéressées, les visages masqués par des intentions cachées. Il était habitué à la suspicion, à la méfiance. Et là, ces deux inconnus, avec un gâteau fait maison. Le choc émotionnel fut brutal. Il regarda la fillette, dont l'innocence et la candeur n'avaient aucune place pour le jugement ou l'intérêt.
Elle le regardait comme un grand-père, pas comme un milliardaire. En voyant Patrick et Léa, un père et sa fille, unis par un lien simple, sincère, une chaleur évidente, Monsieur Dubois réalisa violemment ce qu'il avait perdu. Il se revit, jeune père, trop occupé, trop pressé, manquant de temps pour un gâteau de Noël, un simple moment partagé. Le contraste entre leur petite famille, pleine de vie, et sa propre solitude glaciale était saisissant. C'était comme si un miroir cruel lui était tendu, reflétant toutes ses erreurs passées. Il avait tout l'argent du monde, mais eux avaient ce qu'ils n'avaient plus: la chaleur humaine, l'amour désintéressé, le rire d'un enfant qui ne demande rien en retour. Une décision drastique, impensable quelques heures auparavant, traversa son esprit. Il regarda le gâteau, puis les yeux brillants de Léa. « Entrez, dit-il, sa voix rauque de surprise. Il fait froid dehors. Ne restez pas sur le pas de la porte. » Il ouvrit la porte plus grand, un geste qui ne lui ressemblait pas. Il voyait en eux une opportunité inattendue, une dernière chance de retrouver un semblant de cette chaleur humaine qu'il avait si longtemps ignorée et méprisée. Pour la première fois depuis des années, l'idée de passer Noël seul ne le remplissait plus seulement de résignation, mais d'une peur panique. Et cette petite fille, avec son gâteau, venait d'ouvrir une brèche dans le mur qu'il avait bâti autour de lui. La soirée de Noël qui suivit fut pour Monsieur Dubois une révélation. Il invita Patrick et Léa à s'installer dans le grand salon. Léa, les yeux écarquillés, découvrait les décorations somptueuses, les bibelots anciens, le grand sapin scintillant qu'il avait fait installer par pure habitude, sans y mettre la moindre âme. Elle ne demandait rien, ne touchait à rien, mais son émerveillement était palpable. Elle posa son gâteau sur une petite table, fière de sa contribution. Patrick, lui, était plus réservé, mais ses sourires étaient sincères. Monsieur Dubois les regarda. Il les écouta. Léa raconta avec des mots simples sa journée à l'école, ses dessins, ses rêves. Patrick parla de son travail, de ses efforts pour élever sa fille dignement, des petits bonheurs quotidiens. Il n'y avait pas de grandeur dans leurs histoires, juste la vie, brute et belle. Et pour la première fois depuis des années, Monsieur Dubois ne se sentait pas jugé ni sollicité. Il se sentait simplement présent. Il leur offrit du chocolat chaud, des biscuits. Il raconta même quelques anecdotes de sa jeunesse, des souvenirs enfouis qu'il pensait avoir oubliés. Le manoir, d'ordinaire si silencieux, résonnait de rires. Surtout ceux de Léa, clairs et joyeux. Les employés du manoir, intrigués par l'agitation inhabituelle, jetèrent des coups d'œil discrets. Madame Dupont, la gouvernante, qui avait servi la famille Dubois pendant des décennies, esquissa un sourire en entendant le rire de son employeur. C'était un son qu'elle n'avait pas entendu depuis bien trop longtemps. Il y avait dans leur regard un mélange de curiosité et d'un espoir timide. Ils voyaient un Monsieur Dubois différent, plus humain, dépouillé de son armure habituelle. La solitude de Monsieur Dubois, que l'appel glacial de son fils avait si cruellement mise en lumière, se confrontait maintenant à cette nouvelle chaleur. Ce n'était plus seulement une solitude familiale, l'absence de ses proches. C'était une solitude de l'âme, un vide qu'il avait rempli avec des richesses matérielles, mais jamais avec de la vie. La chute morale de son fils, qui avait choisi l'argent au détriment de tout lien, était mise en perspective par la victoire émotionnelle du vieil homme. En ouvrant sa porte à ces inconnus, il avait ouvert son cœur. Au fil des semaines, Monsieur Dubois commença à tisser une relation avec Patrick et Léa. Il ne leur offrait pas de l'argent, du moins pas directement. Il leur offrait son temps. Il aidait Léa avec ses devoirs,
L'écouter lire des histoires lui apprenait les noms des étoiles. Il discutait avec Patrick de ses projets, lui donnait des conseils avisés, fort de son expérience d'entrepreneur. Il devint une figure paternelle de substitution pour Léa et un ami pour Patrick. Il retrouvait une part de l'humanité qu'il avait perdue, un sentiment de joie simple et désintéressé. Il se mit à revisiter ses souvenirs, non plus avec l'amertume du regret, mais avec une nouvelle compréhension. Il commença à écrire une lettre à son fils, non pas pour le juger, ni pour lui reprocher son absence, mais pour exprimer son propre regret, ses erreurs et aussi son amour, un amour maladroitement exprimé tout au long de sa vie. Il ne savait pas s'il l'enverrait un jour, mais cet acte d'écriture était un pas vers la réconciliation avec lui-même. Un an plus tard, la veille de Noël, le manoir Dubois était illuminé, pas seulement de lumières électriques, mais d'une douce chaleur humaine. Monsieur Dubois était assis près du sapin, qui cette fois était décoré avec des guirlandes faites par Léa. Patrick et Léa étaient là, riant, déballant des cadeaux modestes mais choisis avec soin. Le manoir n'était plus un lieu froid et vide, mais une maison remplie de rires et de vie. Monsieur Dubois regarda les lumières scintillantes, comprenant que la vraie lumière ne venait pas de l'opulence, mais de l'intérieur, des cœurs connectés. La richesse matérielle n'avait pas apporté le bonheur, mais l'ouverture de son cœur à l'inattendu avait tout changé. Il avait retrouvé la paix, une leçon intemporelle sur l'importance des liens humains.